Donc, aujourd'hui, notre thème pour ce 4e webinaire qui, euh, je ne sais pas si je vais parler de chance ou de hasard, tombe avec la journée internationale de la santé et la sécurité au travail. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, on aura l'opportunité de, de prendre sur cette journée, voilà, pour développer le thème d'aujourd'hui, donc qui est sur le rôle de la culture organisationnelle dans la gestion des risques psychosociaux, 3 bonnes pratiques pour promouvoir un environnement de travail sain et performant. Alors, à la vue du thème, déjà avant de commencer, on va donner la possibilité à nos différents intervenants, François, ainsi que Régine. Monsieur Mbi a du mal à se connecter. Donc, on va commencer. Donc, vous allez vous présenter pour les personnes qui étaient là et pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, François, tu as la parole. Ton micro. C'est vrai qu'avec le micro, c'est mieux quand même. Donc je disais bonjour à tous, François Michalon de Paris. Vous le voyez juste derrière moi, vous avez une vue plongeante où il fait beau également. Quand je vous parle pas de météo, eh bien je suis un expert en comportement, expert en force mentale, et je conseille une clientèle privée pour améliorer à la fois ses performances et leur éviter de tomber dans tout ce qui est charge mentale, burn-out. Et il y a vraiment de quoi faire parce que c'est une catastrophe, même si aujourd'hui c'est la journée sur la santé mentale, c'est une bonne chose. Il faudrait que ça soit tous les jours. Voilà, à vous. Merci, François. Régine. Ton micro également, Régine. Bon, je suis Régine Loboukété, consultante qualité de vie au travail et Chief Happiness Officer. Et au quotidien, moi, je suis bien contente de cette journée. Et au quotidien, j'œuvre en fait pour créer des environnements où des gens sont engagés et épanouis. Les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Je refuse qu'on appuie sur le bouton engagement et qu'on n'appuie pas sur le bouton épanouissement. Les deux doivent aller ensemble. Donc, voilà un peu le petit sacerdoce que j'essaie de mener tous les jours dans les entreprises. Et bravo pour cette journée. Il y a pas mal d'activités qui sont organisées dans des entreprises et j'espère que ça va continuer parce qu'on aime bien célébrer les journées et après, on oublie. Mais c'est déjà ça. Donc, voilà. Je suis là avec vous. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous ce matin. Cet après-midi, les choses. Raïssa, Monsieur Serge, il n'arrive pas à se connecter. Alain Christian n'arrive pas à se connecter ou bien? Oui, il a des défis à se connecter. Le réseau doit être évalué parce que il est connecté, il n'est pas connecté. Donc, ça doit être des défis de réseau par rapport à sa localisation. S'il te plaît, nous démarrons. Le temps qu'il nous prenne. Parce que il nous reste là, il est 15h13. Nous avons 45 minutes pour aller rapidement. Merci. Exactement. Donc, merci pour vos différentes présentations. Voilà, on est en face d'experts. On est très, très heureux de vous avoir avec nous. Et nous sommes conscients qu'à la fin de ce webinaire, tout le monde ressortira grandi avec beaucoup de valeurs et avec beaucoup de valeurs ajoutées. Donc, on va directement aller dans le vif du sujet. Parler de risques psychosociaux et de culture organisationnelle. De quoi est-ce qu'il est question? De quoi est-ce qu'on parle? Quels sont les éléments et puis quels sont les indicateurs? François? Wow, je dirais que le sujet est riche parce que expliquer tout ça, est-ce qu'il serait pas peut-être souhaitable de remplacer d'ailleurs qu'est-ce que le RPS pour tout le monde? C'est-à-dire les risques psychosociaux qui sont des facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale ou émotionnelle et physique des travailleurs ou dans une entreprise. C'est déjà peut-être important. Alors, dans ces risques, vous avez le stress, le harcèlement, la discrimination, le manque de soutien social, la charge de travail excessive, l'insécurité d'emploi, enfin, il y a pas mal de choses. Ça, c'est pour tout ce qui est RPS.
Ensuite, on a parlé d'un autre terme que certains ne connaissent peut-être pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que la culture organisationnelle? Pour essayer de défricher cela, je dirais, c'est un concept clé en management qui décrit les valeurs, les croyances et les normes et les comportements qui sont partagés par les membres d'une structure, d'une organisation. Et quelque part, ça représente l'identité de l'entreprise et avec laquelle se reflètent dans les actions de ses employés. Donc il y a une interaction qui est importante. La culture organisationnelle, elle peut être façonnée par de nombreux facteurs tels que la direction, les stratégies de l'entreprise, la communication interne, les structures organisationnelles ou la politique de ressources humaines. Donc il y a deux choses, et c'est vrai que de parler de RPS et de culture organisationnelle, c'est bien de les mettre, elles sont complémentaires, et ensuite on verra qu'est-ce que l'on peut faire. Est-ce que vous voulez un exemple de culture organisationnelle, par exemple? Est-ce que vous voulez que je vous en donne un pour vous mettre dans le contexte? Bien sûr. Bon, si vous prenez par exemple un qui est très connu, c'est Google. Google met l'accent sur l'innovation, sur la créativité, sur l'exploration. Et on sait que les employés de Google ont la liberté de travailler sur des projets qui les passionnent, voire même de consacrer 20% de leur temps à des projets personnels. Donc, cette culture d'entreprise de Google, elle est également axée sur la collaboration, la transparence. Et c'est pour ça qu'ils ont des espaces, c'est connu, des espaces de travail ouverts, des sessions de brainstorming et des réunions régulières pour discuter des idées des projets en cours. Ça, c'est un exemple de culture organisationnelle. Voilà. Après, il y en a d'autres, hein. Vous en connaissez peut-être d'autres aussi, mais celle-ci est tellement connue que elle est bien de le rappeler. Mais D'accord. c'est important parce que c'est un élément clé du fonctionnement d'une entreprise. Et ça peut avoir un impact significatif sur la façon dont les employés travaillent. La preuve, encore une fois, avec Google. Et puis, autre chose, comment est-ce que le client perçoit l'entreprise et le personnel? C'est important. D'accord. Merci François, Régine. Attends, il y a déjà monsieur Alain Christian qui est là. Alain Christian, s'il vous plaît, vous pouvez allumer votre vidéo? Alain Christian? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez allumer votre vidéo? J'ai allumé mon micro, j'ai ouvert aussi ma caméra. Est-ce que vous me voyez? Non, pas encore, on vous écoute. Soyez les bienvenus. Je vois Christian. Vous le voyez? Oui, et je D'accord, l'entends. c'est dommage, nous ne le voit pas. Donc, moi, j'inviterai déjà Christian. Si tu peux reposer la question pour Christian qui vient d'arriver, pour qu'il essaye d'abord de nous donner. Moi, je suis déjà habituée, donc je vais d'abord laisser la place à nos invités. Donc, il y a Christian qui est là, même si on ne le voit pas encore. Je pense qu'il peut déjà être dans le bain. Le temps peut-être que sa connexion nous donne de le voir. D'accord. D'accord. Bonsoir, Alain Christian. Nous avons déjà débuté. On sait qu'il y a des soucis de connexion, mais c'est pas grave. Donc, tu auras la possibilité de te présenter pendant que tu répondras à la question. Donc, qui tu es et puis également ta fonction. Mais la première question que je vais te poser d'entrée de jeu, c'est par rapport à notre thème, parler de risques psychosociaux et de culture organisationnelle. C'est réellement parler de quoi? Quels sont les éléments et puis quels sont les indicateurs? Voilà. Donc, en commençant, tu pourras te présenter et puis tu pourras répondre à la question. Merci. Merci de me passer la parole. Alain Christian Binjo, c'est mon nom, psychologue du travail, amoureux de la prévention des risques professionnels, particulièrement des risques psychosociaux. J'exerce aussi en prévention euh, de la santé mentale au travail
Et donc, pour le thème, l'expérience que j'ai, je voudrais la mettre à contribution. Pour moi, ces deux indicateurs, ces deux variables, j'allais dire, qui se juxtaposent quand on parle de RPS et de culture organisationnelle, il faudrait bien voir que ces deux variables dont l'une détermine ou conditionne la survenue ou la gestion de l'autre, les manifestations de l'autre. Alors, de façon plus simple, la variable indépendante, c'est culture organisationnelle, mais la variable dépendante, c'est RPS. Les RPS indiquent clairement la qualité de culture que l'on vit dans l'organisation. Mais la culture organisationnelle aussi, pour moi, renvoie à une vision managériale de l'humain, une vision communautaire des employés et des salariés. Et donc, de ce point de vue, il y a les RPS deviennent une modalité de contrôle de la qualité de la culture organisationnelle. J'ai envie de dire que les premiers indicateurs qui me viennent à l'esprit quand on parle de relation RPS, culture organisationnelle, c'est les indicateurs de communication, c'est les indicateurs de santé, c'est les indicateurs de performance, c'est les indicateurs d'environnement de travail, c'est les indicateurs de relations de travail. Donc, on ne peut pas les prendre de façon isolée pour en faire, à proprement parler, des indicateurs de RPS, si on veut mettre là les RPS en relation avec la culture organisationnelle. Mais on les mettra comme étant des modalités, des composantes de l'organisation, de la culture organisationnelle à proprement parler. D'accord. Alain, Une formation sur un thème là. Régine, tu vas ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Pour ne pas me répéter, je pense que ils ont dit, j'attirerai juste l'attention de Monsieur Ndiop pour son écran. On ne le voit pas. S'il peut se rapprocher de son écran, on ne le voit pas. On ne le voit Alors, pas. Alain Christian, c'est vrai qu'on a des défis à te voir. La luminosité n'est pas très claire et puis tu es éloigné de ta caméra. Donc, est-ce que tu peux te rapprocher de ta caméra, s'il te plaît? C'est mieux là. Ça commence à aller. On peut Honnêtement, mieux mieux. faire, mais ça commence à aller. D'accord. Merci infiniment pour cette première question. Alors, on va directement continuer dans le sujet. On a parlé de culture organisationnelle, on a parlé de la dépendance, voilà, de l'un avec l'autre qui est les RPS. Maintenant, quels sont les facteurs dans l'organisation, dans l'entreprise, qui peuvent contribuer au développement des risques psychosociaux chez les collaborateurs et puis quelles sont les conséquences? Ton micro, s'il te plaît. Avec le micro, c'est mieux. Voici le voilà. Oui, je disais bonne question parce il y en a un certain nombre là. Je pourrais vous citer, déjà l'organisation du travail, qui est importante. Une organisation du travail qui est défaillante, ben, ça va avec une charge de travail excessive, des délais trop serrés par exemple, ou des objectifs inatteignables, peuvent entraîner un stress important chez les collaborateurs. Il y a aussi la communication insuffisante ou de mauvaise qualité, avec une absence de retour d'information, ou alors une communication pas très claire, ça peut provoquer de l'incertitude, de l'anxiété même, et pourquoi pas même une perte de motivation. Vous avez aussi une qui est très connue malheureusement dans les entreprises, la reconnaissance, un manque de reconnaissance ou de récompense pour le travail accompli peut entraîner une baisse de motivation et d'estime de soi, ça c'est catastrophique. Je dirais la culture organisationnelle, c'est-à-dire une culture qui valorise l'individualisme et la compétition excessive ou l'absence de considération, comme on disait, pour le bien-être des collaborateurs. Ça aussi,
c'est un facteur qui peut contribuer au risque des RPS. Relations interpersonnelles, c'est-à-dire des relations de travail difficiles, des comportements hostiles ou des situations de harcèlement peuvent engendrer de la souffrance psychologique chez les collaborateurs. Donc vous voyez il y en a un certain nombre, il y en a certainement d'autres, hein, mais en voici quelques-unes qui sont, à mon sens, importantes. Alain? J'ai perdu le fil de la question. La question, c'est quels sont les... mince, attends. C'était les... Raïssa, ton micro. Reste Raïssa. à ton micro. Ah d'accord, désolée, je pense que c'est contagieux cette histoire de micro. Donc, Alain, je disais que quels sont les facteurs au sein de l'entreprise qui contribuent au développement des risques psychosociaux chez les collaborateurs et puis quelles sont les conséquences? Le premier facteur, c'est le style managérial. Quand il est malveillant, il se transmet du management jusque vers les employés. Le deuxième facteur, c'est les modes et les modalités de communication. Lorsqu'elles ont une tendance plus informelle que formelle, lorsqu'elles obéissent à un principe déshumanisant, humiliant, c'est clair que ça amplifie le sentiment soit d'exclusion du groupe, soit le sentiment d'être l'objet euh, d'une logique informelle. Mais le troisième facteur, c'est surtout la politique RH, la politique des ressources humaines. Si elle est essentiellement centralisée sur l'administration des hommes et du travail, alors on ne voit pas le talent, on ne donne pas de capacité ou d'opportunité d'innover, de créer. Et l'homme qui n'est concentré qu'à ne respecter que les instructions de travail, alors c'est clair que du point de vue cognitif et mental, ça représente déjà pour lui des risques. Pour moi, le quatrième facteur, c'est la composante relation de travail, relation interpersonnelle au travail. Alors, c'est clair que il est difficile en ce qui concerne les relations interpersonnelles au travail, de légiférer, soit par des procédures ou des règles, mais c'est aussi clair que des hommes, la relation de travail ne favorise pas l'expression d'une compétence, d'un savoir-faire ou d'un sentiment ou d'une émotion, une fois qu'on ne donne pas possibilité d'exprimer ces mots de communication, de relation, ça joue un effet sur l'individu. Pour moi, le dernier facteur qui peut contribuer fortement au RPS, c'est la forme de l'organisation elle-même et la structuration du travail. Aujourd'hui, si vous ne donnez pas de latitude dans sa gestion de son planning de travail à un salarié, très vite, il s'ennuie au travail. Et l'ennui va forcément l'exposer au bore-out, à l'épuisement professionnel, à un plafonnement, à un présentéisme, alors que factuellement, il n'est pas présent, il n'est plus présent sur le lieu de travail. Pour moi, voilà les grands facteurs qui sont essentiellement organisationnels. Maintenant, il y a des facteurs qui sont individuels. Et parmi ces facteurs, là, je mets clairement le pied dans le psychosociaux, parce qu'on ne voit que risque du côté organisationnel comme pouvant atteindre la psyché de l'individu, mais il y a les risques psychologiques de l'individu. Une fois que tous ces autres facteurs organisationnels, style managérial, mode de communication, modalités relationnelles, politique RH, sont mis à contribution, le premier risque, c'est l'affaiblissement de la capacité de résistance et d'absorption de cette adversité. L'individu commence à s'affaiblir, à ne plus supporter. Et voilà l'expression qui est régulièrement utilisée, je n'en peux plus. Donc, sur le plan psychologique individuel, le risque, c'est
l'affaiblissement de la capacité d'absorption de tous les intrants plus ou moins négatifs par l'individu. Sur le plan psychologique aussi, le risque, c'est finalement de plonger l'individu dans des formes de pathologie psychologique du travail. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent dans la dissonance cognitive. Le simple fait d'avoir deux instructions de travail différentes, vous imaginez ce que ça crée chez vous. Finalement, vous ne savez plus ce qu'on attend de vous. Le simple fait qu'au lieu que votre travail soit évalué et que le résultat de l'évaluation vous soit communiqué, finalement, ne respecte pas les canons d'amélioration de la performance et du rendement, vous le percevez comme une logique persécutive orientée vers votre personne. Donc, sur le plan organisationnel, il y a des facteurs majeurs, mais sur le plan psychologique individuel, il y a aussi des facteurs non négligeables. Voilà. D'accord. Merci infiniment. Donc, on retient, il y a des facteurs qui dépendent de l'organisation et qui touchent à l'organisation avant de prendre l'individu. Et il y a également des facteurs qui touchent à l'individu et son côté psychologique. Maintenant, lorsqu'il y a déjà, l'action a déjà été posée, il y a déjà des risques, il y a déjà des pathologies remarquées. Si on voudrait ne pas arriver à ce stade, quelles sont les actions à mettre en place pour prévenir? D'abord les RPS et maintenant, lorsque le mal est déjà fait, quelles sont les actions pour maîtriser afin de promouvoir un environnement de travail qui sera sain et qui va favoriser la performance? Alors, il y a deux termes que j'ai retenus dans la question. Ok, Alain, vas-y. Le premier, c'est prévenir, le deuxième, c'est maîtriser. Les termes sont antagonistes parce qu'en matière de risques psychosociaux, il faudrait qu'on soit clair. Les risques ne sont pas une maladie. Les risques ne sont pas une pathologie. Les risques, c'est un ensemble de conditions, de facteurs favorisant un environnement dégradé ou la dégradation d'un environnement, dégradation des modalités qui favoriseraient le travail. Donc, dans prévenir et maîtriser les RPS, moi, je vois un antagonisme. Par contre, je pense que on peut mettre en avant 5 principales actions pour prévenir. La première, c'est la formation. Former les managers à l'écoute active et à l'observation clinique. L'écoute active, pourquoi? Habituellement, le manager donne des orientations, donne des instructions. À quel moment il écoute? À quel moment il peut percevoir des signes, des symptômes de souffrance à l'écoute active? La deuxième action, c'est qu'il ne faudrait pas seulement que les managers soient concernés par cette affaire d'écoute. Il faut mettre en place une cellule permanente d'écoute et d'observation des signes, des signaux. Cela signifie pour moi que cette cellule joue le rôle de soutien psychologique et émotionnel. Les facteurs individuels psychologiques étant plus dissimulés que les facteurs organisationnels, il faut donc orienter l'observation vers les signes cliniques qui montrent qu'un salarié est déjà en souffrance ou alors qui montrent qu'un salarié, qui permettent de comprendre qu'un salarié est dans le déni de sa souffrance. Pour moi, la troisième action, elle peut être faite à une fréquence trimestrielle ou encore semestrielle. Il faut régulièrement faire des évaluations psychologiques. Il ne s'agit pas d'évaluation psychologique du point de vue de la psychopathologie, non. Mais il s'agit d'évaluation de l'état psychologique des travailleurs à des périodes clés de l'année.
Vous prendrez par exemple la période que nous vivons, nous sommes à la veille de la fête du travail. Vous observerez un pic particulier de surcharge au travail. Pourquoi? Parce que nous préparons déjà les rapports semestriels, les bilans semestriels, les mi-parcours, quel que soit le domaine dans lequel on s'exerce. C'est à partir de ce moment que l'on sait comment l'année de travail va s'achever et quels sont les résultats qu'on a déjà engrangés depuis le début. Donc, c'est des moments forts de l'année où on peut choisir, soit après, soit un peu plus de façon anticipée, faire des évaluations de l'état psychologique des salariés avant pour les préparer à affronter les moments de forte sollicitation, après pour décompresser, décompenser et faire sortir ce qui aura été source de frustration. Quatrièmement, il faut piloter la prévention des risques psychosociaux. Donc, il faut organiser un comité. Ce serait plus pertinent si les RH en font partie, la direction générale en fait partie, les représentants du personnel en font partie. Il faut un comité qui va faire la prévention, mais surtout qui va faire la promotion du bien-être. Plusieurs salariés ne savent pas qu'ils ont développé des comportements dépendants, addictifs, et donc qui commencent à avoir un effet nuisant sur leur propre santé au travail. Et donc, quand ils s'y accommodent et s'y habituent, eux-mêmes deviennent facteurs de risques psychosociaux pour l'organisation. Et enfin, à mon sens, l'organisation gagnerait à recruter un clinicien du travail. Il y en a ergonomiste, il y en a psychologue du travail, mais gagnerait à avoir quelqu'un formé dans cette discipline qui prête particulièrement attention par ses outils à tous les signes extérieurs dont je viens de parler. Merci. François? Je dirais que Alain Christian a bien parlé. Donc, je vais pas, je vais compléter plutôt que répéter et peut-être donner avec d'autres mots et d'autres points de vue. Il y a quand même une chose qui est importante. Dans tout ce qu'il a dit, c'est très bien. Maintenant, les actions à mettre en place pour prévenir et maîtriser les RPS peuvent varier aussi en fonction des entreprises et des situations. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas toutes à la même taille. Ce qu'il a dit est valable et très intéressant pour peut-être certains types de structures, mais plus difficile pour des plus petites structures. Et sachant qu'il faut être excessivement vigilant avec ces RPS, parce que non seulement ça coûte beaucoup d'argent pour l'entreprise, ça coûte beaucoup pour l'individu. Il faut savoir, de mémoire, en France, les RPS sont responsables de 50 à 60% des arrêts de travail et de 30 à 40% des départs volontaires. Ce sont des chiffres officiels, donc c'est quand même assez important, ce qui veut dire que les coûts économiques des RPS sont très élevés. Si on le chiffre, je crois que c'est plusieurs milliards en France. Donc il est excessivement vigilant pour ça. Alors maintenant, mettre en place, oui, comme a dit Alain Christian, on peut, il est souhaitable de mettre ça en place. Maintenant, ça ne peut pas forcément se mettre en place dans toutes les structures, mais néanmoins, il y a quelque chose de base, c'est la sensibilisation et la formation. Il en a parlé tout à l'heure, bien sûr que il est nécessaire de former les managers, mais il est nécessaire aussi de former les autres collaborateurs et de leur faire prendre conscience qu'est-ce que les RPS et de leur fournir une formation adéquate, à la fois pour les connaître, les reconnaître et les prévenir. Sachant que, bien souvent, les personnes sont en situation de déni. Donc, il est nécessaire vraiment, dès le départ, qu'il y ait une culture de l'entreprise, comme on disait tout à l'heure, cette culture organisationnelle, pour que ça puisse être mis en place. J'ai un exemple, ce matin, j'ai un client qui travaille dans une très grosse structure internationale, mais je suis admiratif de voir que cette structure a mis en place déjà tout un tas de formations, d'explications. Il y a une culture de l'entreprise qui est une bienveillance, et on le ressent. Et ça, c'est formidable parce que ça permet d'aider. Alors ensuite, bien sûr, on a parlé communication, c'est mettre en place une communication efficace et transparente pour permettre aux collaborateurs de s'exprimer.
Il serait souhaitable, alors tout à l'heure, il parlait de mettre des cellules permanentes d'écoute. Oui, c'est une bonne idée. À savoir qu'il serait souhaitable qu'il y ait sur place une personne qui puisse recevoir le personnel quand il a besoin, quand il a envie de parler. Parce que cette souffrance, elle existe chez beaucoup de personnes, mais si on permet à la personne de parler, de s'exprimer, eh bien, ça va lui permettre de se libérer de cette souffrance. Et que quelquefois, avec des choses très simples, on peut arriver à aider le salarié, la personne ou même le manager. C'est indispensable. Je vous parlais tout à l'heure également reconnaissance. La reconnaissance. On manque de reconnaissance dans les entreprises. Si on reconnaît un simple merci, si on reconnaît la valeur des individus, mais pour reconnaître, il faut déjà la connaître. Il en a glissé quelques mots à la Christian, et c'est important. Connaître son personnel, connaître la valeur de son personnel. Je vous rappelle quand même une chose, et de mémoire, c'était François Michelin, le patron de Michelin, des pneus Michelin, qui avait dit on est capable d'évaluer un capital machine, un capital social, un capital numéraire. Mais le capital humain, c'est un capital. Donc il faut en prendre considération, et cette considération, ça passe par la reconnaissance. Autre chose également qui pourrait bien aider dans les entreprises, c'est la gestion des conflits. C'est-à-dire mettre en place un système pour gérer des conflits éventuels. Je dirais la bonne chose, ce serait de ne pas avoir de conflit. Oui, mais bon, c'est une relation humaine, une relation interpersonnelle. Donc mettre en place ceci pour désamorcer cela, ça serait intéressant. Et puis également, je dirais mettre en place ou promouvoir beaucoup plus la santé mentale des collaborateurs. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est la journée mondiale, mais ça serait à mettre tous les jours en place, promouvoir cette santé des collaborateurs, cette santé mentale. Ça peut être des actions de prévention, ça peut être des programmes de soutien psychologique. Ça serait nécessaire. Et encore une fois, c'est de l'humain. On parle de l'humain, on parle pas de machine, on parle pas d'argent, c'est de l'humain. Et le capital humain est tellement important et à la fois sensible. Donc, ce qui veut dire que toutes ces actions dont Alain Christian a parlé, dont je vous ai exposé, eh bien, elles peuvent contribuer à promouvoir un environnement de travail sain et performant. Parce que si c'est sain, c'est performant. On est bien d'accord. Une entreprise, c'est pas une œuvre de bienfaisance. Une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il est nécessaire que ses salariés, ses employés soient en bonne santé. S'ils sont en bonne santé, l'entreprise sera performante. Si les personnes sont en bonne santé mentale, psychologique, dans la famille, ça ira beaucoup mieux. Parce que on parle à chaque fois de la partie professionnelle, mais n'oubliez pas qu'il y a la partie personnelle. Et qu'un salarié qui arrive à l'entreprise avec des problèmes dans la tête, parce que dans sa famille ça ne va pas, ou dans son couple ça ne va pas, ça va le perturber au travail, automatique. Je suis d'accord, on n'est pas là pour régler les problèmes personnels du salarié. Mais néanmoins, il est nécessaire d'accompagner. Parce que si vous l'accompagnez, vous allez prendre soin de sa santé mentale et automatiquement, ça sera nettement profitable pour l'entreprise. Et puis, ça évitera de faire des arrêts de travail, de faire de l'absentéisme, de faire tout un tas de choses. En finalité, tout le monde est gagnant. C'est important et c'est ce qu'il faut bien voir que la santé mentale devrait être la priorité. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci infiniment, François. Merci infiniment, Alain. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de partage. Evelyne, tu voudrais ajouter quelque chose? Partager? Moi, je vais appuyer sur certains boutons. Ils ont dit pas mal de choses, mais je vais appuyer fort sur certains boutons. Par exemple, qui est le soutien psychologique. Je trouve aberrant qu'il y ait des entreprises où il n'y ait pas d'écoute psychologique et qu'il n'y ait pas de psychologue. Aujourd'hui, je me demande comment c'est possible. Donc, j'appuierai particulièrement sur ce bouton d'assistante psychologique. Vous savez, nous venons d'horizons différents. L'entreprise aujourd'hui doit prendre en compte l'humain et non le travailleur. Quand je dis prendre en compte l'humain, c'est le prendre dans toute son ampleur, sa vie personnelle comme professionnelle, et non le travailleur, celui qui exécute simplement une tâche.
Il est venu travailler, punto, basta, on n'a plus rien à foutre. L'état dans lequel il vient travailler ne nous intéresse pas. L'état dans lequel il repart ne nous intéresse pas. Non, aujourd'hui, l'entreprise doit considérer le capital humain dans toute son entièreté. Comment est-ce qu'il arrive le matin au travail? Quel est son état d'esprit? Parce qu'il faut avoir un certain état d'esprit pour être performant et pour être engagé au travail. Si cet état d'esprit, nous ne l'avons pas, vous aurez beau mettre toutes les politiques en place, ça ne passera pas. Donc, ça part déjà de ça. Prendre le temps d'observer les collaborateurs le matin. Nous sommes souvent très bien foutus derrière nos vestes, nos cravates, mais rassurez-vous qu'il y a beaucoup de fantômes qui vivent dans ces vestes et cravates. Donc, pour moi, le matin, il faut prendre le temps. Dans la formation, comme l'a dit Alain Christian, il faut que les managers soient très observateurs. Il faut qu'on leur apprenne dès le départ, tous les matins, un manager, normalement, je ne sais pas, qu'il soit manager, chef d'équipe, chacun à son niveau, l'équipe qui gère sur place, il doit prendre soin 1 ou 2 fois par semaine. Il y a des moments où on ne peut pas, mais d'aller saluer, de se rassurer qu'il reçoit ses collaborateurs, pour les observer, pour les regarder, ou bien d'aller vers eux, comme on dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, pour prendre des nouvelles. Au moins, s'il peut détecter certains petits signaux déjà, si on le leur a appris. Et dans la journée et le retour. Donc, les managers ne devraient plus aujourd'hui vivre en dehors de leurs collaborateurs. J'ai juste besoin de mon collaborateur parce que je veux qu'il me donne le travail. Je lui ai donné une tâche, comme l'a dit Alain, j'ai passé un autre point qui me redonne le travail que j'attends et le reste. J'appuie sur le bouton assistant psychologique et pour moi, le plus fort, le HALT, sensibilisation et écoute. Il faut beaucoup écouter. Écouter avec les yeux, moi je dis. Écouter avec les yeux, écouter avec les oreilles. Parce que souvent, on écoute avec les oreilles. Les collaborateurs nous disent beaucoup de choses, mais qui ne sont pas vraies. Ce qui est souvent vrai, c'est ce que nous voyons. Nous voyons, il faut plus écouter avec les yeux que ce que les gens disent. Donc, je reprends. Assistant psychologique, ça ne doit pas manquer à l'arrivée comme au départ. Pensez à faire des évaluations, nous l'avons dit la fois dernière, psychologiques. Et écouter, 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 sensibiliser. Parce que moi, comme Michel, hier, j'ai des amis qui m'appellent, qui sont en arrêt maladie. Arrêt maladie, il est fatigué. C'est tout. Il est fatigué. Donc, pour cela, il n'est pas malade, mais il est obligé d'avoir un arrêt maladie pour se reposer. Parce que sans arrêt maladie, il ne peut pas se reposer. Et même en période d'arrêt maladie, il est obligé d'éteindre son téléphone pour qu'il se repose. Donc, pour dire que même l'arrêt maladie ne nous dédouane pas, en fait, du travail. Mais l'arrêt maladie, c'est seulement un document pour nous faire rester à la maison, qui nous donne l'autorisation de rester à la maison. Mais même à la maison, ça nous suit. Donc, il y a tellement de choses à refaire. Mais dommage, dommage, dommage que dans nos environnements hyper capitalistes, il faut le dire, hyper capitalistes, on oublie que le réel capital, c'est l'humain, en fait. Donc, voilà ce que moi, je voulais ajouter. Merci infiniment à tous. Donc, pour cette question, pour cette série de questions, nous allons permettre à vous qui nous écoutez, voilà, de poser vos questions dans le conversé par rapport aux réponses qui ont été apportées, par rapport au partage qui a été fait. Quelles sont vos questions? Avez-vous des défis? Y a-t-il des points sur lesquels nous devrions revenir? Donc, vous pouvez poser les questions dans le conversé ou alors ouvrez votre micro et prendre la parole. Voilà. En attendant que quelqu'un prenne la parole, je rajouterai une chose qui est importante, parce que c'est vrai qu'on parle des sociétés, des employeurs et autres, mais c'est les deux. Il y a à la fois les employeurs et puis il y a à la fois les salariés. C'est-à-dire que les salariés, je pense qu'ils ont une prise de conscience à avoir, que bien sûr ils vont travailler dans une entreprise, mais il faut qu'il y ait une interaction entre les deux. Il faut arrêter de penser que le salarié arrive et qu'il se fait exploiter par la société, même si ça peut arriver, mais c'est pas dans cet état d'esprit
qu'il est bien d'arriver. On parlait tout à l'heure, tu parlais d'état d'esprit, c'est l'état d'esprit avec lequel vous arrivez, que vous faites votre travail. Si vous arrivez le matin en disant, oh là là, je vais encore m'enquiquiner, ou c'est pas agréable, etc., ou c'est difficile, vous créez une réalité. Donc, essayez de changer un peu votre état d'esprit, que la société puisse également vous comprendre, mais c'est un travail c'est un travail des deux, c'est les deux ensemble que ça va permettre de bouger. Mais si vous attendez tout de la société, ça va être difficile. Si vous attendez tout à l'inverse du salarié, ça va être compliqué. Je pense que c'est les deux qui doivent faire un pas l'un vers l'autre pour faire une union, parce que l'entreprise ne sait peut-être pas toujours tout, et inversement, le salarié non plus. Donc, d'où la nécessité de discuter, d'échanger. Et puis, tout à l'heure, je rajouterai ce que disait, euh, je ne sais plus quelle personne d'ailleurs, excusez-moi, voir avec les yeux, oui, il y a aussi autre chose, voir avec le cœur. Parce que quelquefois, on peut être trompé. Je dirais trompé par ce que l'on voit, ou que la personne qui est en face peut nous tromper d'une manière consciente ou inconsciente. De voir avec le cœur, c'est important. Enfin, c'est un avis, hein. C'est de ressentir la personne, de voir l'autre, parce que certains peuvent développer une plus grande sensibilité. Donc, c'est bien de voir aussi avec le cœur. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter. Moi, je rajouterais aussi, pour nous qui faisons plus dans la qualité de vie au travail, tu l'as dit, François, l'état d'esprit du travailleur. Mais vous savez, nous sommes dans des cultures où souvent on ne nous parle pas du travail avant le travail. On nous fait comprendre que le travail va résoudre beaucoup de nos problèmes. En fait, on dit quand tu vas travailler, tu auras ceci, tu auras ceci. Donc, les gens arrivent au travail avec cet état d'esprit que c'est le travail qui est le sauveur, c'est le travail qui va résoudre tous mes problèmes, c'est au travail que j'aurai ceci, c'est au travail qu'ils oublient qu'ils ont leur part. C'est pour cela que nous qui faisons dans la qualité de vie au travail, nous invitons les entreprises à avoir des Bien sûr. causeries au travail, des causeries avec des collaborateurs pour inciter, pour faire comprendre à chacun quelle est sa responsabilité. Parce que c'est ça, en fait. Pour nous, on nous dit le travail te donne Bien tout. sûr. Maintenant, c'est à l'entreprise de te dire, moi, ma responsabilité, c'est jusqu'à ce niveau et voilà aussi ce que tu dois faire à ton côté. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas que leur état d'esprit personnel, leurs blessures, leur histoire passée avant l'entreprise peut impacter sur leur état d'esprit quand ils viennent au travail. Mais si l'entreprise, c'est pour ça que je disais dès le départ que l'entreprise aujourd'hui doit voir le collaborateur dans son entièreté humaine. Elle doit être une entreprise apprenante, apprendre aux collaborateurs. C'est ça qu'on parle de culture. Donner cette culture aux collaborateurs, tu ne l'as pas eu ailleurs, mais quand un collaborateur arrive, se rassurer qu'il sait pourquoi il est là, qu'il connaît sa limite. Moi, je fais jusqu'à ce niveau et voilà aussi ce qui est de ta responsabilité. Sinon, vite fait, c'est l'entreprise qui doit tout faire. Si je n'évolue pas, c'est l'entreprise. Si je n'ai pas ceci, c'est parce qu'on ne nous aime pas en entreprise. Si je n'ai pas cela, c'est parce que mon manager ne fait pas ceci. Donc, les gens ont grandi avec cette culture, en fait, que c'est l'entreprise qui doit tellement nous donner tout et on ne leur dit pas le contraire, on ne les enseigne pas. Donc aujourd'hui, nous, on les appelle simplement des causeries en entreprise. La fois dernière, j'en parlais, on a eu à faire une causerie dans une entreprise simplement sur la demande d'explication. Et rassurez-vous que ça a tellement baissé le taux, je ne sais pas comment le monsieur appelait ça, mais en termes de psychologie, ça a apaisé les collaborateurs de comprendre une demande d'explication, ce n'est pas la fin du monde. Une demande d'explication, ça ne veut pas renvoyer, on te cherche déjà des problèmes. Une demande d'explication ne veut pas dire, on veut déjà te licencier. Parce que dès qu'on donnait une demande d'explication aux collaborateurs, certains tombent malades, certains disparaissent, ça crée, ça déboussole les collaborateurs. Il a fallu venir échanger avec eux, causer, leur faire comprendre que c'est comme ça se dit, c'est simplement une demande d'explication. Pour que les collaborateurs se sentent beaucoup plus légitimes et en paix lorsqu'ils reçoivent des demandes d'explication. Donc, en fait, il faut prendre le temps d'éduquer parce qu'on ne nous a pas éduqués avant.
Nous n'avons pas été éduqués, nous n'avons pas cette culture. C'est pour ça qu'on parle de culture organisationnelle. Toutes les valeurs, les rites et tout ce que l'employé aujourd'hui veut prôner, il faut qu'il éduque ceux qui entrent dans cette entreprise par rapport à voici notre responsabilité et voilà la vôtre. Tant que nous ne sommes pas encore dans cette logique en entreprise ou bien dans notre environnement sociétal, nous nous retrouverons toujours dans certaines difficultés en fait. Régine, on va prendre les questions et les apports qui sont dans le conversé. On a déjà Monsieur Aymar qui nous dit, pour ma part, c'est assez clair. Toutefois, il faut aussi évoquer l'hygiène, vie du travailleur, qui, à mon avis, pourrait aussi être un facteur de l'RPS. Également, on a Monsieur Touré qui dit, bien dit par les spécialistes, je pense que les entreprises s'organisent autour de certaines stratégies pour jouer le rôle du psychologue, car cela dépend de la taille de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, en attendant que nous prenions d'autres... Alain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que moi, je rajouterais aussi que les collaborateurs apprennent à s'auto-former. Aujourd'hui, même parler des risques psychosociaux, c'est vrai que l'entreprise doit faire sa part, mais pour chacun à son niveau, pour son hygiène, pour son santé aujourd'hui, devrait apprendre à comprendre en fait comment il fonctionne, quelle est la charge la charge émotionnelle qu'il peut supporter. En fait, nous devons aussi nous connaître, moi je pense. Chacun doit se connaître, chacun doit se comprendre, chacun doit essayer d'être aussi en harmonie avec lui-même parce que tout dépend aussi de notre état d'esprit. C'est très important pour chaque collaborateur aussi de se connaître. L'entreprise doit faire sa part, mais n'oublions pas que chacun à son niveau devrait aussi apprendre prendre soin de lui. Parce que ceux qui ne sont pas dans les entreprises, comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il faut nécessairement être dans une entreprise pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre santé mentale? C'est la question que je poserais. Mais bon, nous sommes dans un cadre d'entreprise, nous incitons les entreprises à le faire, vu le niveau d'objectif et notre environnement qui est hyper compétitif. Mais chacun à son niveau devra aussi faire sa part. Régine, j'ajouterais simplement que c'est très aisé de développer la problématique sans tenir en compte le fait que chacun a sa stratégie. Chacun y va comme ça lui enchante et chacun individuellement essaie d'y trouver son compte. Là où il faut agir, et je ne suis pas adepte du traumatisme, mais c'est que ce n'est pas cet électrochoc que les collaborateurs, les salariés prennent conscience du risque auquel ils sont exposés. Moi, j'assiste régulièrement les entreprises en matière de travail du deuil. On vous dit qu'il y a un collaborateur qui a fait un AVC. Ce n'est pas faute de ne l'avoir pas informé sur toutes les mesures à prendre. Mais quand ça arrive, la survenue de cet incident, de cet événement, devient une opportunité pour nous autres de travailler. Parce que l'entreprise réalise effectivement ce que ça lui coûte de perdre un salarié, mais chaque salarié réalise que le coût à payer pour n'avoir mis en œuvre que sa stratégie d'adaptation personnelle de bonheur, c'est qu'il perd sa vie et il n'y a pas une deuxième vie. Ça nous donne une grande porte d'entrée. Déjà pour déconstruire au niveau des mœurs, l'idée que c'est l'affaire des Blancs. Parce que beaucoup, chez nous, se disent que non, on a le mental le plus fort. On a l'état d'esprit en acier. Nous sommes différemment constitués des autres. Pourtant, c'est les mêmes appareils psychiques, c'est les mêmes instances. C'est peut-être des contextes différents, mais c'est aussi des expositions parfois prolongées, répétées à des mêmes facteurs sur le long terme et qui finissent
pas faire perdre la lucidité de la prévention à celui qui pense être dans la bonne stratégie. J'ajouterais aussi que le rôle, par exemple, d'un webinaire comme celui-ci, c'est moins d'être normatif, mais plus... En micro, Alain. Il est parti. C'est quand il y a survenu d'incidents. Moi, j'y travaille régulièrement. Par exemple, il n'y a pas longtemps de cela, l'une des compagnies de transit au Cameroun, la directrice des affaires financières a été trouvée morte sur son clavier. Le médecin légiste qui approche l'événement pour essayer de comprendre la causalité n'a rien vu venir. Le médecin du travail n'a rien vu venir. Lorsqu'on entre dans l'anamnèse, donc dans l'histoire, le vécu de la dame, on va comprendre que personne ne s'était aperçu que quand elle prenait ses affaires à 17 heures pour partir avant tout le monde, elle allait en fait prendre des affaires pour venir passer la nuit. Donc, elle revenait vers 19 heures pour y passer toute la nuit et les autres le matin à 7 heures pensaient qu'elle était la première arrivée, pourtant elle avait passé la nuit. Et comme elle était directrice, elle a donné des instructions aux vigiles de ne jamais mentionner à l'heure à laquelle elle parle, à laquelle elle vient. Elle s'est tuée au travail. Elle s'est tuée au travail. Elle aimait tout faire seule, se rassurer que tout le travail que ses collaborateurs avaient à faire, qu'elle le contrôle et que cela soit parfait. Elle n'aimait surtout pas une petite observation, une coquille sur son travail ou sur le travail de son équipe. Le travail a été... Donc, je pense que oui, on informe, on sensibilise, mais l'occasion d'un webinaire comme celui-ci, c'est aussi de dire la prévention ne s'improvise pas. L'événement qui peut vous réveiller peut être fatal. Voilà. Ça, c'est sans vouloir mettre l'emphase sur les conséquences des risques psychosociaux lorsqu'ils ne sont pas prévenus. D'accord, merci infiniment, Alain. Il y a également M. Touré qui rajoute que ce qui tue les entreprises comme les nôtres, c'est le glissement de travail qui suffoque les collaborateurs et donc à l'origine des causes de repos maladie, telles que Régine prenait l'exemple tout à l'heure. Donc, avant de clôturer ce moment que nous passons ensemble, vous pouvez toujours continuer à poser des questions dans le conversé. Alors, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, ou alors n'ont peut-être jamais assisté à nos webinaires, donc, qui est-ce que nous sommes, qui est Régine Pro, et qu'est-ce que nous faisons? Donc, Régine Pro Consulting est un cabinet spécialisé dans la qualité de vie et le bien-être au travail. Donc, nous sommes dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Voilà. Et notre vision, c'est d'être un acteur de référence pour construire un environnement de travail dans lequel les employeurs ainsi que les employés sont engagés et épanouis de façon rationnelle et émotionnelle en Afrique. Donc, nos différents secteurs d'activité. Donc, nous avons la qualité de vie, les conditions de travail, d'équipe, building, les transformations humaines et donc, ce sera l'opportunité pour les entreprises ainsi que les managers, voilà, d'optimiser leur stratégie en entreprise en ce qui concerne les process de transformation, la culture d'entreprise et les procédures managériales, voilà, pour optimiser leur performance et leur productivité. Donc, nous sommes heureux de vous avoir eu. Je ne sais pas si Régine veut rajouter quelque chose.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose pour un peu revenir chez Alain Christian. La fois dernière, nous avons eu un workshop sur la qualité de vie au travail. Tu sais, j'ai été agréablement surpris une des participantes m'a dit c'est la première fois d'entendre parler des risques psychosociaux. Je ne sais pas si j'étais surprise ou pas surprise, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, pour dire que au-delà des entreprises, il doit avoir, nous devons tous nous lever chacun à son niveau pour sauver notre voisin. Parce que c'est incroyable. Si des gens n'ont jamais entendu parler de ce mot, ça veut dire que des gens vivent des choses, ils ne savent pas ce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas mettre des mots, qu'ils ne peuvent même pas oser penser que. En fait, ils sont en train de trépasser quelque chose, en fait. C'était vraiment, je sais pas, je n'arrive même pas à expliquer que de nos jours, qu'il y ait des personnes qui n'aient jamais entendu parler de risques psychosociaux. Peut-être c'est le mot qui est grand, peut-être qu'on parle d'AVC en termes de conséquences, ils comprennent, mais en termes de risques psychosociaux, c'est vraiment dommage pour nous qu'il existe encore d'entreprises où on n'en parle pas où on refuse, parce que moi, je l'ai vu, il y a des entreprises, on dit ça, il ne faut pas parler de ça ici. Ça va révolter les collaborateurs. Où on refuse même de prendre d'en parler, de sensibiliser, soit disant que les collaborateurs vont reconnaître leurs mots au travers de ça et ils pourront utiliser le mot risque psychosocial pour s'absenter et pour faire et pour faire tout ce dont ils auront besoin. C'est vraiment dommage, mais vraiment, nous nous en parlons parce que nous sommes un cabinet vraiment spécialisé dans la qualité et surtout, nous faisons beaucoup d'assistantes psychologiques en entreprise et c'est lorsque nous avons commencé des assistantes psychologiques dans les entreprises que nous nous sommes réellement rendus compte que c'est incroyable. Ce qui se passe dans les entreprises, c'est incroyable. Il y a 3 ans, je travaillais dans le projet avec une entreprise où pour essayer de régler ce problème, on a dû réaménager les horaires. Donc, c'est une entreprise, il fonctionne un peu, moi je dis, comme dans une prison, inspection des feux. On a été obligé, avec la direction, à 19 heures, quand tu restes dans le bureau, tu dors là-bas pour amener des gens à sortir du bureau et à repartir à la maison. Parce qu'il y a des entreprises, on a beau parler, on a beau inciter des gens à partir, mais nous-mêmes, en tant que collaborateurs, c'est pas évident. Donc, on a dû communiquer sur des nouvelles pratiques. À 19 heures, tout le monde doit être rentré sur soi. À 18h30, tout le monde doit être hors des bureaux. À 18h30, le gardien fait le tour des bureaux pour interpeller. Déjà, les managers d'office qui donnent le ton, quand ils partent, ils interpellent tous leurs collaborateurs. Les managers doivent se rassurer à 18h30 que les collaborateurs sont hors des locaux, ordinateur éteint. Le manager, à 18h30, il fait le tour des bureaux pour se rassurer qu'il n'y a plus de collaborateurs dans les bureaux et lui, il peut partir. Le gardien, à 18h45, il doit faire le tour des bureaux pour interpeller qu'il va fermer la grille. Au départ, certains collaborateurs pensaient que c'est du jeu, mais quand on a fermé 1, 2, 3 collaborateurs, aujourd'hui, c'est respecté. Donc, c'est pour dire un peu, pour un peu essayer de relater certaines mesures que nous prenons en entreprise pour nous aider nous-mêmes. Parce que, comme pour le cas de la dame, vous voyez un peu, tout le monde, personne ne pouvait dire qu'elle menait une telle activité en entreprise qu'il a menée à trépas. Donc, voilà un peu des mesures que nous essayons. Nous accompagnons vraiment des entreprises à trouver des solutions, hein, à mettre en place des solutions pour nous aider à mieux vivre et à créer cet environnement dont tout le monde a besoin au travail pour s'épanouir et pour être performant. Donc, voilà un peu un partage que je voulais faire. Donc, s'il y a Merci plus de infiniment. questions, Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si d'autres partages. Voilà, si vous aimeriez revenir sur quelque chose, on tire à sa fin déjà. nous voulons rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé et la sécurité au travail. Il y a pas mal d'activités qui sont organisées dans beaucoup d'entreprises.
Donc, il y a une journée, il existe aussi une journée de la santé et la sécurité. Nous invitons tous ceux qui sont là de voir avec les services TSTC des entreprises, de mettre des actions, franchement, d'essayer de mettre des actions. Pour vous qui suivez ce webinaire aujourd'hui, vous pouvez aussi vous autoproclamer comme celui qui peut aider les collaborateurs. Parce que si l'entreprise à grande échelle ne fait pas dans les sensibilisations et que vous avez la grâce de participer à des webinaires comme ceux que nous organisons depuis 2 mois déjà, où nous parlons des risques psychosociaux, n'hésitez pas de partager autour de vos collaborateurs. N'hésitez pas d'inviter, de faire ce feedback à vos collaborateurs parce que rassurez-vous, vous pouvez sauver quelqu'un à côté de vous sans vous rendre compte. Donc, voilà. Donc, le dernier mot, et puis je pense que s'il n'y a pas de questions, nous allons nous séparer. Merci, Raïssa. Merci. Merci. Merci infiniment, Régine. Merci à tous. Voilà, il y a Emma qui met des confettis pour dire bravo. Donc, merci infiniment. On a des retours dans le converse. Merci à tous. Merci à vous également d'avoir participé. Merci aux intervenants. Merci infiniment, Christian. Ça n'a pas été facile au début, voilà, avec des défis de connexion, ensuite de luminosité, mais je vois qu'à la fin, on te voit très, très bien. Nous sommes très, très heureux, voilà, d'être avec toi, François. C'est déjà la Merci. deuxième édition avec toi. Donc, Le merci mot toujours de fin. d'être présent avec nous. Le mot Voilà. Et voilà, avant qu'on ne clôture, vous allez nous dire un petit mot de fin. On doit partir avec quelque chose. On dit chez nous un takeaway. Donc, quel est le takeaway aujourd'hui? François, Alain? Pour moi, c'est qu'on gagnerait à reformuler le thème. Il a été très bien développé et très enrichissant, mais il ne dit pas exactement qui joue le rôle d'animateur de la culture d'entreprise et de préventeur de risques au sein des organisations, quelle que soit la forme, la taille, les effectifs. À mon sens, si on se posait la question du rôle d'un service ou d'un responsable culture organisationnelle et gestion de prévention des risques, serait beaucoup plus une orientation opérationnelle, opératoire. Alors, dans sa fiche de poste, on mentionnerait comme activité promouvoir le bien-être, animer les relations de travail pour qu'elles soient plus humaines, analyser et animer l'environnement social du travail, attirer l'attention. Je pense que avec des charges comme celle-là dans les fiches de poste, on gagne en prévention, on gagne en amplification de la culture organisationnelle. C'était mon mot de fin. Je me suis amusé à imaginer des slogans, des phrases courtes. Et ça a donné la chose suivante. Je vous en donne 2, 3 comme ça. Parce que souvent, quand c'est court, ça peut peut-être être impactant. Travailler bien, c'est vivre mieux. Ensemble, je dis bien ensemble, prévenons les RPS. Une autre, votre santé mentale est notre priorité. Agissons contre les RPS. Et puis, une autre, qui est un peu plus peut-être punchy, mais un travail sain, c'est plus de gains. Prévenons les RPS ensemble. Et je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Il est nécessaire d'avoir une personne, une cellule qui mette en place tout cela, parce que sinon, ça va se déliter. Donc, à partir de maintenant, il serait effectivement favorable de trouver la bonne personne dans les entreprises, ou alors, de faire intervenir des personnes extérieures dans les entreprises pour accompagner les salariés, pour accompagner toutes ces personnes-là, pour les aider, parce que il y a quand même des choses à expliquer aux salariés, il y a un passé, il y a une éducation, et que tout va vite. Donc il y a aussi
des nouvelles choses, parce qu'on pourrait repartir encore longtemps. Donc, votre santé mentale est notre priorité. Agissons contre les RPS. D'accord. Régine? Mon mot de fin, c'est prenez soin de vous et que, comme l'a dit Alain, Christian et François, les slogans, les thèmes, c'est très beau, mais il faut avoir un responsable. Nous, on en parle. Il faut avoir un collaborateur, un service qui est dédié, vraiment dédié et qui est actif, qu'on évalue et qu'on peut présenter aussi les résultats en fin d'année au CODI, comme on présente les résultats financiers, les états de ceci, qu'on présente aussi en fin d'année un état psychologique de la santé au travail. Je pense que si dans nos quotidiens, on prenait le temps de présenter l'état psychologique, de présenter le bien-être des collaborateurs, tous les paramètres qui entrent en compte dans le bien-être des collaborateurs ou bien le mal-être au travail, je pense que les dirigeants seraient un peu plus sensibles. Mais comme on n'en parle pas dans les plus hautes instances, mais n'hésitez pas, chez nous, nous formons des chief happiness, des responsables bien-être au travail. Si vous pensez que le métier, ou bien, moi je vais au-delà de métier, si vous pensez que cette mission vous tient à cœur, comme nous, à Régime Pro, si vous pensez que cette mission vous tient à cœur, nous organisons des formations pour des responsables bien-être au travail, pour des chief happiness officers, pour des responsables expérience collaborateurs qui vous aideraient aussi à apporter, à être un acteur de la positivité, un acteur du bien-être dans les entreprises. Pour moi, voilà mon mot de fin. Formez-vous. C'est bien de s'asseoir, parler que l'entreprise ne fait pas. Et si nous prenons aussi les choses en main pour aider l'entreprise à faire quelque chose, je pense que ça irait mieux de tous les côtés. Donc voilà. Merci. Je ne Alors, voulais merci. pas partir sans présenter ceci à l'écran. Programme de promotion de bien-être psychologique au travail. D'accord. Alors, on a quand même des managers qui prennent au sérieux la question. On a aussi des salariés qui de plus en plus le demandent. Et aujourd'hui, je travaille sur un projet avec les assurances et les médecins du travail pour ouvrir le champ d'intervention à la prévention des risques psychosociaux par la promotion du bien-être et la promotion de la santé mentale au travail. Je pense qu'on aura l'occasion, après le webinaire, où je vous partagerai toute ma riche expérience. Je reçois des salariés qui pleurent. Je reçois des salariés pour réaliser que des personnes rédigent sur les murs en plein bureau suicidaire parce que l'environnement de travail, le travail, la charge, parce que les rapports hiérarchiques, parce que. Donc, nous faisons un travail qui est humaniste. On n'a pas beaucoup de participants, c'est une chose, mais, Régine l'a dit, une personne peut en convaincre et peut en sauver plusieurs autres. Merci bien. Merci Alain. C'est difficile de se quitter, mais cette fois, on va y aller. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre bien-être. Voilà. Gardons un esprit d'enfant. François a dit la dernière fois à Régine également. Donc, on se dit ciao, ciao. À la prochaine édition, ne manquez pas, chaque fin de mois. Donc, on vous attend très, très nombreux. Et voilà. Donc, passez une belle fin de journée. Je pense qu'il est 18h à Paris. Donc, bonne fin de journée à Paris. Bonne fin de journée au Cameroun. Bonne fin de journée au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire et tous ceux qui nous suivent. Donc, ciao, ciao. Et puis, passez une bonne fin de journée. Chez nous, on dit toujours valorisons l'humain. C'est notre... Merci. Merci. Grâce à tu n'as pas lu notre action de la CIE. Bon, Monsieur Touré, Monsieur Touré qui C'était très enrichissant. il veut que je lise son action. Il dit chez eux, dans son entreprise, il y aura la compétition du meilleur CSST dans le cadre de la journée mondiale
de la sécurité et la santé au travail et elle sera organisée en mi-mai dans le cadre de la Journée mondiale. Donc, c'est l'action qu'ils mèneront. Donc, on dit bravo déjà pour votre entreprise, belle initiative. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage et nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord, donc prenez soin de vous, valorisons l'humain et puis à plus Ok. tard. Bye bye. Ok, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.